Eh bien, donc, j'ai le plaisir de passer la parole à mon collègue Bernard Seguin, qui est ingénieur agronome de l'Institut national agronomique de Paris. Bernard a fait sa carrière à l'INRA, c'est-à-dire l'Institut national de recherche agronomique. De 1980 à 2000, il a assuré la direction de la station bioclimatique d'Avignon. Et au cours de la décennie suivante, c'est-à-dire la dernière décennie, il a été directeur de recherche de l'unité, c'est-à-dire du laboratoire Agroclim à l'INRA à Avignon. Alors, ces travaux de recherche portent sur l'influence du climat en agriculture, plus largement sur la biosphère continentale. Et son domaine de recherche a concerné la micrométéorologie, la climatologie et l'utilisation des données satellites. Donc on va voir ce qu'il nous dit là-dessus. Il a eu bien sûr de nombreuses responsabilités. De 2002 à 2010, il a été responsable de la mission sur le changement climatique et l'effet de serre, qui coordonnait les travaux de l'INRA dans ces domaines. Il a été membre de très nombreux comités scientifiques, dont un comité pour le ministère de l'écologie, plein d'autres organismes, y compris l'ANR. Il a contribué aux travaux du GIEC en tant que membre du groupe permanent TGICA. Alors, je ne sais pas du tout ce que ça veut dire. Une task force quelconque, je ne me rappelle plus. Ah bon, d'accord. Et il a été lead auteur, c'est-à-dire auteur principal du 4e rapport du GIEC, publié en 2007. Et actuellement, il est review éditeur du 5e rapport qui va paraître à la fin de cette année, enfin en automne. Voilà, et comme je l'ai déjà dit, il a écrit un ouvrage grand public très intéressant qui s'appelle Coup de chaud sur l'agriculture, publié aux éditions de Lachaud et Niestlé. C'est ça ? Niestlé, oui. C'est pas Nestlé ? Non, c'est Niestlé, de Lachaud et Niestlé. En 2010, et voilà, nous avons le plaisir de l'écouter. Merci Annie donc, pour cette très aimable introduction. J'attendais le pire parce qu'on est toujours qualifié de beaucoup de choses. Là, je crois que là, c'était bien. Donc, tu as dit que je travaillais dans... Mais je ne travaille plus, en fait, depuis 2 ou 3 ans. Donc, je continue quelques activités complémentaires, y compris le GIEC. Mais bon, c'est en revenant sur une partie de la carrière que je vais vous présenter, ces remarques générales sur l'influence du changement climatique sur l'agriculture. Peut-être quelques commentaires avant de commencer. Donc la première, je remercie Annie. Bien sûr, venir au Collège de France, c'est quelque chose qui ne se refuse pas. Et par ailleurs, j'ai été en contact quelque temps avec le professeur Emmanuel Leroy-Ladurie. Vous savez sans doute qu'il est professeur au Collège de France et c'était un spécialiste de l'histoire du climat qui continue à écrire. Pour ceux que j'ai dû voir un article sur Le Monde de samedi ou dimanche, je crois, sur le mauvais temps actuel. Donc, on a été amenés à travailler ensemble pour des travaux qui essayaient de reconstituer le climat du passé récent à partir des dates de vendange, puisque c'est là-dessus qu'il avait travaillé et en partie, puisque le reste était sur les glaciers, basé ses études sur l'évolution du climat, l'histoire du climat depuis l'an 1000, qui reste une référence, je crois que c'était publié en 1976, sur les climats des 500 dernières années ou 1000 dernières années. Depuis, il a fait beaucoup d'autres livres, mais pour ceux qui sont intéressés, c'est vraiment le grand spécialiste, l'encyclopédie. Si vous voulez tout savoir du climat, si l'année 1543 avait été chaude ou humide, vous lisez le livre. Bon, le plus difficile, c'est à partir de cette description d'avoir une idée, donc on va se rapprocher du sujet de mon exposé, savoir si derrière tout ça, les fluctuations très importantes d'une année sur l'autre, bien sûr, ou d'une période à l'autre, et d'un endroit à l'autre, est-ce qu'il y a une évolution de la Terre globalement. Un mot aussi pour dire qu'effectivement, c'est comme ça qu'on a dû se croiser, hein, il y a une quinzaine d'années, quand on travaillait, nous, sur les données satellitaires sur les terres émergées, enfin moi et puis des collègues de l'INRA. Annie travaillait avec les données satellitaires sur l'océan. Dans ce que tu as montré sur toutes les applications agriculture, en écoutant tout ça, je voyais l'évolution. On travaillait il y a 30 ans pour définir justement ces indices de végétation. On n'avait pas vraiment les outils satellitaires, on avait des appareils au sol pour définir les bases. Et maintenant, c'est devenu quelque chose qui s'applique de façon très, très opérationnelle.
Les premiers satellites qu'on a utilisés, les plus petits d'observation de la Terre, les dimensions du premier Landsat, c'était 120 mètres, je crois, donc on ne pouvait pas récupérer de l'information sur des parcelles, alors qu'on voit maintenant les applications d'agriculture de précision à l'intérieur des parcelles agricoles pour permettre justement de gérer au mieux. Je dirais, il y a 20 ans, on a travaillé là-dessus et je ne pensais pas que ça pourrait arriver si vite, ce genre d'application. Même les chercheurs, on est parfois un peu plus frileux par rapport à ce qui peut se faire dans le futur. Et puis l'évolution technologique est telle, c'est un peu comme l'informatique, hein, que ça se réalise très vite. Par rapport à la prévision des récoltes à l'échelle mondiale, je ne me prononcerai pas sur ce nouveau programme, mais parce qu'il y en a déjà un certain nombre qui sont quand même en application. Simplement une anecdote qui fait que finalement on s'était décidé à travailler à l'intérieur de l'INRA là-dessus. Avant qu'il y ait des satellites d'observation de la Terre, on ne pouvait pas tellement suivre ce qui se passait dans les différents pays. Et à l'époque de la guerre froide, c'était pratiquement un instrument de compétition qu'auraient pu utiliser les États-Unis. En 1972, il y a eu une très grosse sécheresse en Russie, Kazakhstan, etc., et qui mettait en péril pratiquement la nourriture de l'ensemble de l'URSS. C'était extrêmement grave. Et les Russes sont arrivés à ce que ça ne soit pas connu à l'extérieur, parce qu'à l'époque, les données météo, on ne les communiquait pas. Et il y avait sur place des attachés agricoles, américains, français, etc., mais qui étaient extrêmement contrôlés, leurs déplacements sur le terrain. Donc les Américains, le gouvernement américain n'a rien su de l'état de vulnérabilité de l'URSS à ce moment-là. Et les Russes sont arrivés à passer des accords discrètement avec les grandes firmes commerciales mondiales, qui étaient d'ailleurs Cargill, etc. C'était des Américaines aussi, mais qui n'avaient pas forcément la même objectif que le gouvernement des États-Unis, qui a réalisé, à cette époque, on a parlé de l'arme alimentaire, que l'URSS aurait pu peut-être être mise à genoux par les États-Unis de façon tout à fait imprévisible. Et c'est comme ça que les gouvernements ont décidé la création des premiers programmes Landsat d'observation de la Terre. Bref, c'est déjà un exemple de l'agriculture, de la production alimentaire. Donc, je vais vous parler de l'influence du changement climatique. Donc, vous avez, pour ceux qui ont assisté à l'exposé d'Hervé Le Treut, et puis tout ce qu'a dit aussi Annie progressivement dans ses conférences. La semaine passée, vous avez eu l'exposé de Guylaine Marsili sur l'eau et la production alimentaire. Donc, on va essayer de croiser tout ça. Et un dernier mot pour ce qui me concerne, pour dire que quand les premiers travaux qu'on faisait à l'époque, le climat, c'était une donnée, bien sûr, extrêmement fluctuante, avec toute sa grande variabilité qui reste et qui restera. Mais le climat, c'était quelque chose de stationnaire, c'était établi. On faisait des moyennes sur 30 ans. Si ça bougeait, par exemple, la température de 1/10 de degré, c'était le maximum. Évidemment, sur des courtes périodes de temps, c'était très variable, mais sur une longue période de temps, c'était absolument stable. Et donc, il y avait les événements extrêmes, la sécheresse de 1976, les gels de printemps qui revenaient. Donc, on avait des travaux sur comment se protéger contre le gel de printemps, comment améliorer les microclimats en plantant des brise-vents, etc. Les serres, la gestion des serres, etc. Mais c'était toujours à des échelles très fines. Et puis, on commençait à avoir des interrogations sur l'action possible de l'homme à plus large échelle. Au-delà des brise-vents, le bocage, quand on a démantelé le bocage breton dans le cadre du remembrement, on s'est posé la question, on a peut-être changé le climat de la Bretagne, donc on a eu des travaux là-dessus. Aussi les plans d'eau, il y avait beaucoup d'interrogations, créer des plans d'eau. Ça a changé le climat, ou plutôt le microclimat local. Les tours de réfrigération des centrales nucléaires aussi, il y a des nuages, etc. Mais tout ça, c'était sur 1 kilomètre, 2 kilomètres. Si quelqu'un nous avait dit que l'homme était capable de changer le climat de la planète, on aurait ri. Il y avait peut-être la menace de l'arme nucléaire à l'époque. On parlait éventuellement d'un hiver nucléaire en cas de guerre nucléaire. Il est certain que le climat serait modifié, sans doute plutôt refroidi à cause de toutes les particules qui seraient accumulées dans l'atmosphère. Mais en gros, il était hors de question de penser que l'homme pouvait agir sur le climat. Puis petit à petit est arrivée cette interrogation dans les années 80
sur l'augmentation du gaz carbonique et d'autres gaz petit à petit. Bon, on envisageait des conséquences pour la fin de ce 21e siècle, donc le doublement de la concentration. Oui, ça pouvait changer le climat, mais c'était très lointain. Et puis petit à petit, les ordinateurs ont progressé, les descriptions de tous les processus physiques sont venues petit à petit vers des évolutions convergentes, pas si éloignées de ça, de petits calculs qu'on peut faire rapidement sur l'effet de serre, 3 ou 4 degrés à l'échelle du globe. Mais tout ça semblait très lointain. Puis on a commencé, vous le verrez, à s'apercevoir sur des données climatiques et sur des données agricoles ou des forêts, qu'il y avait déjà quelque chose qui ressemblait à une évolution. Donc voilà, on a développé des programmes, comme beaucoup d'organismes là-dessus. Et donc on va faire un petit peu le bilan de tout ça. Donc rappel, mais très, très rapide, dans quelle, je dirais, gamme de changements on se place. Voilà ce qui sort du rapport du GIEC et qui est assez archi connu du dernier rapport de 2007. Et comme l'a dit Annie, il va y avoir un rapport à l'automne dont on ne peut rien dire, mais en gros, il n'y a pas grand-chose de réellement modifié sur le fond. Dans les détails, oui, mais avec des hypothèses de scénarios de croissance de gaz à effet de serre. En rouge, si les émissions continuent au rythme actuel de progression, à la fin du siècle, la Terre, en gros, serait réchauffée entre 3 et 4 degrés. Et si on arrivait à fléchir les émissions de gaz à effet de serre, on serait plutôt vers la courbe bleue, à peu près en dessous de 2 degrés. Donc, sans rentrer dans le détail des milliers de travaux qu'il y a autour de ça, comment on pourrait faire avec la courbe bleue pour limiter à 2 degrés. Mais devant cet éventail, quelles conséquences? C'est le sujet précis sur l'agriculture de ce réchauffement qui apparaît à l'heure actuelle inéluctable. Au passage aussi, j'en reparlerai plusieurs fois, mais comme l'a fait Guilain, il y a des barres sur le côté qui font qu'il y a encore beaucoup d'incertitudes sur l'ampleur du réchauffement, suivant les différents modèles climatiques qui sont utilisés. 4 degrés, ça peut être 5 degrés pour certains ou 3 degrés pour d'autres, mais ce qui est important, c'est de savoir qu'on a cette évolution moyenne autour de 3 degrés. Donc avec un climat des 20 prochaines années qui est joué à gauche, c'est la partie de gauche, quel que soit le scénario, un réchauffement qui serait de l'ordre modéré de 1 à 1,5 degré, avec dans tous les cas déjà une accentuation du réchauffement sur la partie nord de l'hémisphère nord, alors qu'à droite, pour la fin du siècle, suivant les scénarios, le scénario optimiste qui est en haut, un réchauffement qui serait modéré, le scénario d'en bas, toujours la continuation de la tendance actuelle, si on ne fait rien, un réchauffement plus important et toujours des réchauffements extrêmement forts au niveau du pôle nord, avec jusqu'à 7 degrés, 10 fois 8 degrés de réchauffement, et toutes les conséquences qu'on peut imaginer au-delà de l'agriculture, bien sûr. Mais un premier point qu'on peut remarquer déjà par rapport à l'agriculture, c'est qu'évidemment, le niveau de réchauffement sera différent suivant les différentes régions du monde et que par rapport aux conséquences que ça peut avoir sur l'agriculture, on va avoir des effets extrêmement variés. L'autre partie d'information dont on a besoin, c'est les conséquences sur la pluviométrie, puisque en particulier pour la biosphère continentale, les facteurs essentiels, c'est température d'un côté, mais bien sûr la pluviométrie pour l'alimentation en eau. Et là, toujours la tendance qui sortait du rapport du GIEC et qui sera peu modifiée, c'est une vision assez contrastée entre des zones en bleu où la pluie sera plutôt accentuée et des zones jaune, vert où c'est au contraire la sécheresse qui devrait être accentuée, avec des zones telles que la Méditerranée, l'ouest des États-Unis, le sud de l'Afrique, l'Australie, etc., qui seraient concernées donc par une réduction de la pluviométrie, ici donnée en termes annuels.
Juste pour terminer cette partie, quelles données climatiques on peut utiliser? Toujours pareil, d'un côté une certitude et puis des incertitudes. Alors, par rapport à ce qu'a dit Guilain la semaine passée, avec des échelles d'espace qui étaient quand même très larges, la météo, que ce soit les modèles de l'IPSL en région parisienne ou ceux de Météo France à Toulouse, le CNRM, vous voyez, arrivent à avoir maintenant un certain degré de précision qui permet d'avoir une information relativement dense dans l'espace. Si vous prenez le scénario fin de siècle, donc dans le cas un peu, on pourrait dire le pire, il y a peut-être encore pire, mais enfin, ce qui arrive si on ne fait rien, regardez la température d'été, vous voyez une répartition du réchauffement qui serait entre 5 et 7 degrés, avec une tendance à ce que l'Ouest soit relativement concerné, en particulier toute la région Midi-Pyrénées, etc. C'est une tendance qui ressort dans beaucoup de sorties de scénarios de Météo France. Seule la partie du nord serait relativement épargnée, enfin nord et ouest, avec un réchauffement qui atteindrait quand même 4 degrés. Donc 4 et 7 degrés, on peut imaginer, enfin vous pouvez imaginer, sans forcément être grand spécialiste, que sur l'agriculture, ça va avoir des conséquences, ces températures. Ça aura des conséquences sur beaucoup d'autres choses, mais y compris sur la température. Quant à la pluie, oui, toujours en rouge, si dans le sud, il y aura bien, sud et l'est, il y aura bien une réduction des pluies, la sécheresse, dans les dernières sorties de scénario, a l'air d'être forte sur toute la partie ouest de la France, depuis Midi-Pyrénées jusqu'à la Bretagne, etc., une accentuation des tendances, et que l'effet de la Méditerranée, finalement, s'étendrait assez loin. Alors ça, c'est la fin du siècle. Les incertitudes, voilà ce qu'il en est pour 2030, enfin l'horizon plus proche, sur lequel on est souvent interrogé, parce que la fin du siècle, bon, il y a des temps de réaction nécessaires, mais beaucoup de gens, en pratique, se posent la question, qu'est-ce qui va arriver dans les 20-30 prochaines années? Vous voyez que le réchauffement, évidemment, est plus limité, 2 degrés, 1,5 degré, mais vous voyez qu'en été, il y a une bonne partie de ce réchauffement qui se concentre sur la partie ouest de la France, qui va de pair avec, sur la pluie, une tendance aussi à plus de sécheresse dans l'ouest, alors que toute la partie de l'est ne serait pas tellement affectée. Donc 2050, c'est quelque chose où on pensait qu'il se passerait des choses, par exemple, autour de la région méditerranéenne. Ça, c'est ce qu'on pensait il y a une dizaine d'années. C'est maintenant un petit peu revu, corrigé dans les derniers scénarios que l'on utilise pour faire des prévisions. Et donc, globalement, on a des déficits hydriques qui sont attendus. Ça, c'est l'humidité du sol, toujours sortie des scénarios de Météo France. Mais vous voyez, par rapport à la barre bleue, jusqu'à 2050, bon, les très fortes fluctuations, variabilité d'une année sur l'autre, c'est seulement à partir de 2050 que ces tendances à l'assèchement se produiraient. Là, c'est pour Saint-Martin-de-Crau, dans le sud-est. Bon, voilà le genre d'information avec lequel, en entrée, on a à travailler, sachant que par rapport à... on en vient maintenant à la partie réellement de l'agriculture, enfin éventuellement de la forêt. On va avoir affaire donc à un changement de climat, avec une augmentation de la concentration en gaz carbonique, une augmentation de la température de l'air, et le rayonnement solaire ou les pluies qui vont pouvoir ou monter ou descendre. Donc déjà quelque chose d'assez variable. Alors le tableau complet, le voilà. Si on regarde la partie gauche, c'est quelque chose qui est particulier aux couverts végétaux, qu'on ne retrouve pas sur l'océan, etc. Par exemple, c'est l'influence directement de la concentration en gaz carbonique, parce que la montée du CO2 va augmenter la photosynthèse et la surface foliaire. Donc, d'un certain côté, on va le voir après, cette évolution du gaz carbonique est plutôt favorable à la végétation. Si on voulait faire un bilan des plus et des moins, ce serait un plus.
On va y venir dans le détail, mais ça joue de façon significative. Ensuite, sur la partie droite, les changements d'impact, l'augmentation de la température de l'air, ça n'est pas univoque. 1 ou 2 degrés de plus, dans la plupart du cas, ce n'est pas mauvais. 4-5 degrés, ça commence à provoquer des problèmes. Donc, ce n'est pas des courbes qui sont continues, c'est souvent des courbes en plateau avec des domaines où le réchauffement peut être plutôt une bonne chose et puis ensuite devenir une mauvaise chose. 1 ou 2 degrés de réchauffement pour un cultivateur du bassin parisien, il vous paye tout de suite un chèque là-dessus. 4-5 degrés dans les zones sahéliennes, là on ne vous payera pas de chèque, c'est la catastrophe. Donc des effets qui peuvent être très variés, sachant que cette température de l'air va, alors c'est indiqué en dessous, provoquer un raccourcissement du cycle. On le verra ensuite. Le cycle au cours de la saison, c'est le moment où il y a les stades végétatifs qui se mettent en place, la floraison, etc. Et quand la température monte, tout ça est accéléré. Donc le raccourcissement du cycle, par exemple du blé, du maïs, etc., ça fait une saison de travail, en gros, la durée du cycle de travail qui peut être considérablement raccourcie et ça peut jouer de façon significative. Par contre, pour les forêts, on a un allongement de la période végétative. Plus tôt en saison, il va faire plus chaud, donc les forêts vont entrer en feuillaison, etc., plus tôt dans la saison. Et puis, au contraire, à l'automne, ça va durer plus longtemps. Donc, pour les végétaux pérennes, c'est plutôt quelque chose de positif. L'augmentation de la demande climatique, c'est ce qui va monter avec la température, c'est le niveau de besoin en eau des cultures. Plus il fait chaud pour aller vite, plus on évapore, plus il y a besoin de mettre de l'eau. Alors ça se traduit, moi je pensais, je ne sais plus si c'est Guilain ou toi qui avait parlé d'évapotranspiration, c'est un terme qui fait très savant et qui fait peur, mais c'est simplement pour dire qu'il y a d'un côté de l'évaporation, et puis du côté des végétaux, ce n'est pas de l'évaporation, c'est de la transpiration, parce qu'il y a les stomates, des petits trous qui sont capables de se fermer. Donc on parle de transpiration pour les couverts végétaux, et en gros, un couvert végétal, il va consommer une évapotranspiration par évaporation du sol en dessous, et puis transpiration de la plante. Et cette évapotranspiration, elle va augmenter avec le réchauffement climatique. Et puis les pluies, point d'interrogation, parce que vous avez vu, des endroits où il y en a plus, des endroits où il y en a moins. Et je ne vous ai pas encore parlé du fait qu'au cours de la saison, il peut y avoir des périodes. Si toutes les pluies tombent en automne et plus au printemps ou en été, ce n'est pas la même chose que quand elles sont réparties de façon uniforme tout au cours de la saison. Donc un tableau assez compliqué. Au bout du compte, finalement, cette planche est là pour but de vous dire qu'on va avoir des effets très, très variables, des cas dans lesquels le réchauffement va pouvoir avoir tendance à jouer positivement et d'autres à jouer négativement. Alors je reviens sur les détails, les détails qui sont importants, mais le premier aspect, je vous ai dit l'influence du CO2. Là, le graphique qui est à gauche, c'est des graphiques qu'on avait pratiquement quand on était étudiant en troisième année en DEA, etc., sur le fonctionnement du couvert végétal. Donc la photosynthèse en fonction de la teneur en gaz carbonique. Et vous voyez que cette photosynthèse va augmenter avec la teneur en gaz carbonique. Y a pas de, c'est une loi qui est bien établie, qui est d'ailleurs utilisée par des serristes du nord de l'Europe qui, pour avoir des salades plus grosses, et ça marche bien, mettent du CO2 dans leur serre. Et donc, ça augmente la photosynthèse. Avec un petit détail, vous voyez les courbes en C3 et C4. C3, c'est en gros les cultures que l'on a dans nos zones tempérées, et C4, c'est les cultures origines de milieux tropicaux, comme le maïs, le sorgho, etc. Et à cause de leur fonctionnement différent par rapport à la photosynthèse, ils vont réagir différemment face à un doublement du CO2. Doublement du CO2, vous voyez que sur le C3, ça augmente la photosynthèse de 30%.
Pour les cultures tropicales, ce sera seulement de 10%. Donc cette espèce de bonus, de dopage, on pourrait dire, dit parfois en rigolant que le CO2, c'est le PO de la photosynthèse. Hein. Donc d'un côté, un dopage par le CO2, mais qui va être fonction du type de couvert. Donc ces effets positifs, augmentation de la photosynthèse, il y a aussi, c'est complexe, donc je ne rentrerai pas dans le détail, mais plutôt une baisse de la transpiration. Donc si vous avez à droite, par exemple, des manips qui avaient été faites sur l'efficacité de conversion, je crois que c'était du maïs, 2 fois CO2 et 1 fois CO2, vous voyez que le 2 fois CO2, suivant la gamme de température d'ailleurs, mais est relativement positif. Donc on a joué avec ces effets positifs, mais aussi la durée des phases qui est réduite, j'ai dit tout à l'heure, des effets négatifs. Donc si on dit qu'on a de l'EPO d'un côté, inversement, la durée du travail est réduite, hein, la durée du temps pendant laquelle la plante travaille, donc ça va dans l'autre sens. Et puis des températures seuil qui sont dépassées et qu'on connaît mal. Dans la plupart des cultures, on va avoir des indications à 35 degrés, on commence à dépasser des températures seuil, mais c'est mal connu. Qu'est-ce qui se passe à 40, 42 degrés? On n'a pas forcément toutes les informations parce que c'est finalement des domaines de température qu'on n'observe pas pour le moment dans les conditions où se trouvent les cultures. Et puis, l'inquiétude pour l'eau, là on rejoint les interrogations de Guylaine de Marcilly face à des effets sur la pluie et aussi l'augmentation de la demande climatique en eau. Alors, pour ajouter à la complexité des actions possibles, le cas des arbres fruitiers, par exemple, il y a d'abord un problème d'hiver doux, la levée de dormance. Les arbres fruitiers, en hiver, ils entrent en dormance, c'est-à-dire qu'ils sont insensibles aux actions de la température. Et puis, s'ils ont eu assez de doses de froid, ils vont commencer à être sensibles à cette action de la température, qui lève la dormance. Si vous avez des hivers très doux, ben, ils ne vont jamais recevoir l'information on va lever la dormance. Et ça, il y a eu déjà dans les hivers doux qu'on a eus dans les dernières décennies, par exemple sur des abricotiers dans le Roussillon, des chutes de bourgeons, etc. Il y a longtemps, je me posais la question pourquoi on ne peut pas avoir des pêchers, des abricotiers en Tunisie, par exemple. C'est tout simplement parce qu'il n'y a pas d'hiver assez froid, ou en Afrique de façon générale. Il faut du froid à certains moments, du chaud à d'autres. Donc même une température moyenne, ça ne va pas donner du tout la même chose. Si vous voulez que la végétation aille beaucoup plus vite, il faut donner plus de froid au mois de novembre et plus de chaleur après au mois de décembre. Donc ce n'est pas une action continue de la température. Par ailleurs, si on parle de problème de gel, évidemment, les climatologues vous disent plus on va vers un climat chaud, moins on aura de risque de gel. C'est tout à fait vrai en termes de température, mais par contre, le gel pour les arbres fruitiers, ce n'est pas qu'une température, c'est une température au moment de la floraison. Et voilà, typiquement qu'avec le réchauffement, la floraison est très avancée. Vous le savez sans doute, s'il fait chaud, s'il fait doux, enfin, à condition qu'il y ait assez de froid en novembre, donc ça commence à se compliquer. La date de floraison est avancée, et du coup, finalement, il y a plus de risque de gel, ou même de mauvaise fécondation, sans qu'il y ait forcément le gel absolu à -2, -3, suivant les stades. Mauvaise fécondation, parce que si vous avez 5, 6 degrés, les tubes polliniques ne croissent pas assez rapidement, et puis les abeilles ne sont pas là pour faire la pollinisation, etc. Donc il y a tout un ensemble de choses qui sont réglées de façon très fine par le climat, avec des actions pas faciles à pronostiquer. Mais voilà, c'était un exemple, vous voyez, ça remonte aux années 2003 déjà, une simulation pour illustrer ça sur Avignon. Le pommier, l'abricotier au milieu et le pêcher. Alors le passé ancien, très ancien, le passé récent et le futur. Pommier, ça ne bouge pas, le pommier est assez insensible. Par contre, l'abricotier, lui, va avoir des risques de gel qui vont croître terriblement, et le pêcher aussi, dans le futur, à cause de l'avancée des stades de floraison qui peut atteindre un mois avec les scénarios futurs de réchauffement. Alors bien sûr, derrière,
Ça, c'est pour une certaine variété, il va y avoir des adaptations possibles, mais ça illustre le fait que le gel ne sera pas forcément diminué par le réchauffement et peut être au contraire augmenté. Autre aspect, phénologie de la vigne. Alors, phénologie, c'est les stades, je ne me rappelle plus la définition exacte, mais en gros, c'est le calendrier au cours de l'année des différents stades. Donc, sur la Syrah à Montpellier, c'est aussi des calculs qui avaient été faits pour montrer les grandes conséquences possibles. 0 degré en bas, c'est-à-dire ce qui se passe à peu près maintenant, le calendrier, 2 degrés de réchauffement, 4 degrés, et puis les stades de débourrement quand la vigne commence à avoir les feuilles, les bourgeons qui s'ouvrent, la floraison. La véraison, c'est un stade spécial à la vigne, c'est le moment où les grains commencent à prendre une couleur qui leur est propre et non pas être simplement vert. Tous les raisins sont verts, puis à un moment ils deviennent rouges, jaunes, etc. Ils prennent la coloration, et ça s'appelle la véraison. Et ce que vous avez dans le calendrier à droite, c'est donc entre la véraison et la vendange en violet, c'est la période pendant laquelle on sait classiquement la qualité va se former. Et donc les conditions de température sont très importantes. Par exemple, dans cette région, il faut des températures assez basses la nuit pour que la qualité soit la meilleure. Alors si on reprend ce calendrier, vous voyez que la véraison, c'était à peu près vers le 15 août. Et avec l'hypothèse de réchauffement de 4 degrés, ça arrivait au 4 juillet. Enfin, ça arrivera au 4 juillet, ça fait partie des projections possibles. Et donc, la période de maturation de la vigne se fera non plus la deuxième quinzaine d'août, mais la première de juillet. Donc là, on a une explication de ce qu'on constate sur la vigne, qui est très réactive au changement climatique. Donc, non seulement il y a le réchauffement, mais en plus, il y a cette avancée de végétation qui fait que la vigne va avoir des températures de début juillet affrontées, non pas celles d'après le 15 août. Donc des interrogations pour tous les gens qui travaillent là-dessus. Alors au passage, même si j'y reviendrai après, la date de la véraison, elle a déjà pas mal avancé ces dernières années. Je vois qu'à Avignon, il y avait les Côtes-du-Rhône, alors les fêtes de la véraison, c'était avant au 15 août, et puis maintenant, ça arrive vers le 5 août, 6 août. Donc il y a des grandes pancartes comme ça, ils ont 2 fêtes pour le prix d'une, il y a les fêtes du 15 août et celle de la véraison. Alors après, à la fin du siècle, ça va se percuter avec le 14 juillet, ils la repéreront à nouveau, mais enfin, d'ici là, il peut se passer encore beaucoup de choses. Bref, pour aller jusqu'au bout des projections sur les cultures, malgré tout ce que je vous ai dit, que c'était très, très variable, il y a quand même des grandes lignes. Toujours d'après le rapport du GIEC, les synthèses des publications récentes, enfin avant 2007, prenaient à gauche le blé et le maïs dans les cultures des zones tempérées, l'Europe, etc. Vous voyez que si on regarde ce qui est sans adaptation, donc en rouge, directement l'effet du réchauffement, 1, 2, 3, 4, 5 degrés, 1, 2, 3, 4, 5, le blé, il serait légèrement amélioré en termes de rendement. Il y a beaucoup de choses derrière, mais la barre au-dessus des 0 degrés jusqu'à 3 degrés de réchauffement, plus que le maïs. Alors on peut être un peu surpris parce qu'on se dit le maïs, il aime bien le réchauffement, mais il ne faut pas oublier que ça intègre le dopage au CO2 dont je vous ai parlé au départ, et donc le blé ramasserait presque 30% de plus de photosynthèse contre 10% au maïs. Avec adaptation, donc on en reparlera après, mais tout ce qu'on peut changer pour s'adapter à ce changement climatique, en bleu, c'est la courbe au-dessus. Donc c'est une vision relativement optimiste, mais elle existe. On arriverait à avoir possiblement du rendement du blé dans ces zones tempérées qui sera augmenté jusqu'à 2 ou 3 degrés de réchauffement et au-dessus de 15% possiblement. Et c'est seulement au-dessus, 4-5 degrés, que le rendement commencerait à chuter. Pour le maïs, c'est un peu moins bien, mais c'est la même tendance. Par contre, pour les basses latitudes, donc dans les régions tropicales, le blé, il a très vite un déficit de production lié au réchauffement, et avec l'adaptation,
On arrive à limiter la casse jusqu'à 2 degrés, mais ensuite, on a beau faire des efforts, il fait trop chaud et le rendement chute. Et le maïs, c'est un petit peu la même chose. Donc c'est la grande tendance qui sort à l'échelle mondiale quand on parle de global, de production alimentaire pour la fin du siècle ou 2050, etc. C'est quand même une incertitude sur ce genre de tendance, d'accentuation en fait du déséquilibre nord-sud. D'un côté, les zones tempérées qui seraient relativement favorisées par l'élévation du CO2 et ce qui s'ensuit, et puis les zones du sud qui seraient plutôt pénalisées de façon qui peut être significative, et le tout augmentant significativement à partir de 3 ou 4 degrés ou 5 degrés de réchauffement. C'est la tendance générale au niveau de la production mondiale. Alors, au niveau de l'Europe, par exemple, cette frontière nord-sud, on le retrouve sur des projections, vous voyez, sur le blé. Tout ce qui est en rouge, ce serait la production du blé serait augmentée. Tout ce qui est en vert, ce serait réduit. Et puis en bleu, dans quelques cas, des modèles qui ne sont pas d'accord entre eux. Tu as parlé de modèles agrométéorologiques. C'est vrai que sur ces données-là, je ne vous l'ai pas dit, mais on travaille maintenant avec ce qu'on appelle des modèles de culture, de même qu'il y a des modèles de climat. C'est un ensemble d'équations qui font qu'on arrive à décrire jour après jour la photosynthèse, la respiration, ce qui se passe, la croissance des racines, l'évaporation, etc. Et là aussi, c'est des choses, quand ça a commencé il y a 20-30 ans, on se disait jamais on arrivera à reproduire correctement ce qui se passe pour les QT. On y arrive en fait très bien. Il y a eu beaucoup de travaux, beaucoup d'étalonnage, mais à l'heure actuelle, on arrive à très bien décrire le comportement des plantes, cultures, mais aussi les forêts, avec la donnée d'entrée des conditions climatiques, le sol, etc. Alors, le résultat, le contraste nord-sud qui est accentué. Voilà, c'est un économiste américain qui travaille à l'échelle du monde. La productivité agricole moyenne. Alors, il y a deux courbes. Vous voyez peut-être pas tout à fait les détails. Enfin, j'espère que vous voyez qu'il y a deux courbes, deux graphiques. Mais en haut, c'est sans tenir compte de la fertilisation carbonée, donc ce que je vous ai appelé le dopage au gaz carbonique, parce que on a beau avoir beaucoup d'informations, on n'est pas sûr que sur le long terme, ce soit quelque chose qui se maintienne. Donc souvent, il y a des projections, donc en haut uniquement avec les facteurs climatiques. Et du coup, vous voyez déjà la tendance, tout ce qui est en rouge, jaune, c'est là où la productivité va diminuer. Donc une bonne partie de l'hémisphère sud, pratiquement tout. Et puis là où au contraire, au-delà du 45e parallèle, là où la productivité sera augmentée. Alors, lorsqu'on tient compte en dessous du dopage au CO2, on a une figure qui est légèrement modifiée avec des sorties. Vous voyez l'Europe, le nord des États-Unis, le Canada, la Russie, etc., plutôt tendance à être positive, avec l'appui de cette fertilisation au CO2, mais la tendance au sud reste plutôt négative. Donc on a des projections là-dessus qui doivent être intégrées dans les projections qui sont faites pour savoir ce que sera le monde au point de vue production alimentaire en 2050 ou à la fin du siècle. Mais ce qui est sûr, c'est que ça ne joue pas au niveau marginal. C'est un élément qui doit être pris en compte au même titre que la croissance, la démographie, enfin tout ce qu'on a vu la semaine passée. Alors, si on revient cette fois sur le territoire national, avec la vigne, par exemple, je vous parle de la vigne parce que ça passionne plus que la betterave, mais on a aussi des sorties là-dessus. Cette partition nord-sud, on la retrouve au niveau du territoire européen et du territoire français. Ça passe au niveau du territoire français. Alors, vous voyez, le rendement de la vigne, modélisé, diminuerait dans le sud à cause des stress thermiques, du stress hydrique, tant qu'on n'irrigue pas la vigne, c'est un autre débat, et du raccourcissement du cycle, parce que les vendanges venant plus tôt,
la vigne travaille moins longtemps. Hein. Du côté de Bordeaux, c'est à peu près équilibré. Et par contre, du côté du nord, ce serait une tendance tout à fait positive. Vous voyez que la vigne serait stimulée par le changement climatique. Il y a des gagnants et des perdants. Là, sous cet angle, il pourrait y avoir des gagnants. Sauf que, en fait, sur la betterave à sucre, le rendement, c'est vraiment ce qui joue. Sur la vigne, ce n'est pas évident parce que vous le savez sans doute. Rendement, c'est une chose, qualité, c'est une autre. Donc, ça ne veut pas dire que les champenois seraient forcément très contents d'avoir 85% de plus de rendement. Il faut arriver à ajuster par rapport à la qualité. Mais c'est en gros pour représenter la tendance qu'on va retrouver sur, je dis, beaucoup de cultures et aussi sur les forêts même. Alors, les plus récents, quand je vous ai parlé de la betterave, de la vigne, il y a eu des projections en fait, sur un grand nombre de cultures dans un projet INRA qui s'appelle Climator et qui est disponible. Bon, il y a eu des calculs avec les données fournies par Météo France un peu plus précis. Par exemple, vous voyez la pluie moins l'évapotranspiration potentielle, c'est-à-dire le besoin en eau. Donc, quand c'est quelque chose de positif, c'est qu'il y a plus de pluie que de besoin en eau à l'échelle de l'année. Et puis en négatif, les couleurs jaune, rouge, c'est le contraire. Donc, on voit bien par rapport au passé ancien, qui est à gauche, avec la tendance intermédiaire au milieu, à la fin du siècle, des conditions de confort hydrique qui seraient considérablement diminuées puisque le jaune a envahi pratiquement tout le territoire. Donc des conditions de sécheresse qui s'étendraient, et je vous ai dit que ça toucherait l'ouest, le nord aussi de la France. Donc c'est un changement assez important du climat. Alors on a ce genre de simulation, c'est un peu complexe, à la limite c'est pour que vous sachiez que ça existe. Mais ça veut dire que les tendances pour les différentes régions qui ont été listées ici, par exemple du blé, du tournesol, c'est la différence entre ce qui est maximum, l'évapotranspiration maximum, et l'évapotranspiration réelle, c'est-à-dire ce qu'on donne vraiment sans irrigation. Hein, on voit également... il faut du temps pour assimiler tout ça, donc je ne vais pas vous mettre, mais pour dire que ça existe, que le confort hydrique va être diminué sur pratiquement toutes ces cultures. Alors l'adaptation, bien sûr, des systèmes de culture, ça c'est des transparents, j'ai le même depuis 10 ans, 15 ans, dire qu'on peut jouer sur le matériel génétique, les différentes variétés, évidemment, se comportent différemment par rapport à des aspects de précocité, durée du cycle, etc. Et puis les ajustements des techniques culturelles. Les agriculteurs de 2050 ou de la fin du siècle ne vont pas garder les mêmes dates de semis que maintenant, vont évoluer en fonction de tout ça. Il y aura des effets sur l'irrigation. Il faut aussi prendre en compte les effets sur les maladies, la santé des plantes, les maladies, les insectes. Il y a aussi des travaux là-dessus, je vous en fais grâce aujourd'hui. La marge de manœuvre avec le choix variétal, donc toujours dans le Climator, on peut compter sur des modifications de variétés, en particulier avec la précocité. Vous voyez que sans rentrer dans le détail des variétés, à gauche ou à droite, il y en a une à droite qui a un indice de confort thermique qui est plus fort dans les différentes situations de stress hydrique. Et donc, avec ces données, on peut orienter l'évolution de la génétique vers les choix stratégiques pour s'adapter à ces conditions de sécheresse accentuées. Les besoins d'irrigation, pareil. Je crois que tu en as parlé tout à l'heure, il y a une cartographie à partir des données satellitaires, dans des conditions, etc. Les besoins en eau d'irrigation, on arrive à très bien les quantifier. Après, c'est leur application qui est une autre question, mais on arrive à savoir qu'il faut donner 150 mm, pas plus, pas moins, etc. Et on voit là qu'une monoculture de maïs irrigué, en fonction des conditions climatiques qu'on a, ça va évoluer jusqu'à 350 mm, etc. On a tout ce genre d'informations. Après, qu'est-ce qu'on en est fait dans la pratique, c'est un autre stade. L'autre aspect peut-être plus spectaculaire,
c'est le déplacement géographique. Là, je vous ai parlé de conséquences sur le blé, le maïs, etc., aux mêmes endroits que là où on en fait depuis très longtemps. Hein. Mais bien évidemment, s'il y a un changement de climat, il va y avoir un changement des types de cultures. Alors, quelque chose de simple, 1 degré, c'est à peu près dans le climat français, hein, uniquement, en partant de tout le long de la vallée du Rhône en remontant, c'est Météo France qui l'avait établi il y a quelques années avec la climatologie, un peu moins de 200 km, alors vers le nord ou vers le sud, suivant qu'on dit que ça réchauffe ou ça. Mais si vous réchauffez de 1 degré, ça fait descendre les conditions climatiques à peu près de 100 km vers le sud. Donc quand on envisage 4-5 degrés de réchauffement, ça veut dire que les conditions climatiques du nord de la France, c'est celles qu'on avait dans le sud de la France. On traverse la France entière avec 5 degrés. Et puis en altitude, ça c'est vrai partout, à peu près 150 mètres. Donc là aussi, c'est comme si on déplaçait à 800 mètres d'altitude, on aurait les conditions climatiques qu'on a maintenant dans la plaine. Donc là, c'est quelque chose qui illustre l'ampleur du phénomène. Alors on a eu du réchauffement, ce sera la fin de mon exposé, mais on a vu des conséquences, mais est-ce qu'on a vu un déplacement des cultures? Pas vraiment, sauf quelques petits éléments. Et tout ce qu'on voit, le tournesol qui apparaît dans certaines cultures, le blé qui repart en ce moment, c'est lié au contexte économique. Hein. Ce n'est pas vraiment en fonction des évolutions récentes. Mais pour le futur, il faut bien sûr penser qu'il va y avoir des zones de production qu'on définissait avant par les potentialités. C'était simple, on avait des données climatiques, on disait là on peut faire telle culture. Les variétés changeaient un peu, hein. La sélection permettait d'élargir. Et puis introduire de nouvelles cultures, là où on ne pouvait pas avant. Alors dans le nord de la France, c'est des cultures possiblement du sud de la France, puis dans le sud, on ne sait pas bien. Enfin, du coton et autres fariboles, on ne sait pas trop ce que ça peut, parce que après, ce n'est pas le tout de faire des cultures. Qu'est-ce qu'on peut faire du contexte économique? Pas le tout de produire, mais du coton, s'il y a déjà une surproduction, bon, sans rentrer dans le détail du coton dans le monde, mais y compris au niveau européen, les Grecs, les Espagnols, ils en ont un peu, mais bon. Donc si on fait la même chose, qu'est-ce qu'on en fera? Et puis surtout de ce côté-là, enfin, au niveau du territoire français, la question c'est les terroirs, puisqu'on sait bien qu'en particulier à cause de la vigne, mais pas uniquement, on a des productions qui sont très liées à leur zone d'origine, avec des conditions traditionnelles bien établies. Donc ce bouleversement risque de bouleverser aussi les terroirs, et ça c'est l'élément essentiel. Alors les terroirs, bon, ce n'est pas forcément ça pour le grain de maïs. Hein. Les vaches mangent du maïs, ne vont pas faire les difficiles suivant la provenance du maïs grain. Hein. Mais pour donner une idée de l'extension, avec les degrés de réchauffement, vous voyez des projections. Alors vous noterez au passage que le vert, c'est la situation actuelle, et par rapport à ce qu'il y avait après la guerre d'ailleurs, enfin avant sans doute aussi, mais juste après la guerre, le maïs s'était limité au sud-ouest, la région Rhône-Alpes, etc. Puis ça remontait vers le nord, le maïs grain, à cause des améliorations, des maïs hybrides, etc. Donc vous voyez, la génétique a permis de monter la limite verte, mais le changement climatique, le réchauffement, 5 degrés, vous remontez du maïs grain possible jusqu'au nord de la Finlande, jusqu'en Laponie. Donc là aussi, bon, on peut discuter, mais ça illustre la gamme de changements qui peut être apportée par ce réchauffement. Alors après, on peut faire des projections sur toutes les cultures, ça existe, partout on les voit qui remontent, donc du tournesol, oui, pourquoi pas, là-bas dans les pays baltes, etc. On se demande si on raconte des oiseries, mais en même temps, par rapport à ce qu'on connaît, c'est tout à fait envisageable en termes de potentialité climatique. Alors la vigne, on la connaît, alors ça a un peu bougé là ici depuis l'an 2000, mais en gros c'est une bande dans le nord, hein, entre à peu près 40 et 50 degrés de latitude, et puis il y a 30 et 40, je crois, dans l'hémisphère sud. Au point de vue climatique, c'est ça qui détermine la limitation. Et vous voyez là
on retrouve parfois des documents anciens qui sont utiles. La limite nord de la vigne en 1946, qui était établie en combinant des données de température et de rayonnement. Vous voyez la limite au moins jusqu'à la moitié de l'Europe. Après, ça baissait à cause de la température très basse en hiver qui peut faire geler la vigne sur pied. Donc c'est ça qui fait que la limite change et introduit cet autre élément. Mais pour le reste, c'est une combinaison de température et de rayonnement qui a évolué un peu au cours du temps. Hein. C'est bien connu qu'il y avait une production viticole à l'optimum climatique autour de la région de Londres. Et petit à petit, avec le refroidissement du petit âge glaciaire, encore une fois, Emmanuel Roy-Ladurie a pas mal travaillé là-dessus, c'est redescendu. Bon, les historiens se tapent sur la figure pour savoir si c'est le climat ou d'autres aspects, les concurrences des monastères, etc. Mais le climat était là pour imposer cette limite. Donc, qui apparaissait intangible à ce moment-là, c'était un peu une ligne Maginot, et puis le réchauffement climatique risque de faire voler tout ça en éclats. Il y a une dizaine d'années, c'était des propos de Café du Commerce en disant les Anglais vont pouvoir faire de la vigne en Angleterre, etc. Et là, c'est allé très vite parce que non seulement ils vont être capables, mais ils sont capables de le faire. Vous avez peut-être entendu des reportages, il y a des vignobles qui sont développés, des gens qui investissent dans le sud de l'Angleterre en pariant sur le réchauffement climatique. C'est passé d'une curiosité médiatique à une réalité à cause du réchauffement récent. Alors il y a des interrogations. Ça, c'est le propre des travaux scientifiques. Il y a 2 ou 3 mois, ou peut-être même moins, hein, un article d'écologues américains a fait pas mal de bruit dans le landerneau de la vigne en Europe parce que, voilà, en prenant les données climatiques et en se projetant sur le futur, un peu comme on l'a fait, mais de façon très, très globale, voilà où, vous voyez, le bleu, le rouge, le bleu, c'est là où la vigne serait possible maintenant, et le rouge, c'est là où elle serait plus possible maintenant. Donc leur conclusion, c'était que 80% des vignobles des Côtes-du-Rhône, etc., la vigne serait foutue à la fin du siècle. Donc évidemment, les journalistes vous interrogent. Alors ça fait partie des échanges. Eux n'ont raisonné que sur vraiment les zones climatiques qu'ils connaissaient à partir des données climatiques, mais il y a beaucoup de travaux sur l'adaptation qui font que c'est une vision qui est sans doute beaucoup trop réductrice. Vous voyez la projection sur l'Europe qui fait hurler, tout ce qui est en rouge, c'est là où il n'y aurait plus de vignes possibles. Alors évidemment, ça crie. Et en fait, il y a des éléments qui permettent de dire qu'à l'heure actuelle, par rapport à des données de température, celles qui sont mises là-dedans, il y a encore de la vigne et même les variétés, les cépages qui sont cultivés, qui ont une gamme d'adaptation beaucoup plus forte que ce qui est mis dans leur modèle. Voilà, ceci étant dit, vous voyez, alors des travaux, j'allais dire plus sérieux, mais il ne faut pas être comme ça partial. Qu'on avait fait à l'INRA, le cépage Syrah dont je vous ai parlé, qui était traditionnel dans les Côtes-du-Rhône septentrionales d'origine, dans le scénario B2, c'est-à-dire le scénario où on arriverait pour réduire les émissions et donc le réchauffement à peu près à 2 degrés, on pourrait en faire ce cépage jusque-là, et puis si on laisse tout faire, à la fin du siècle, on pourrait en cultiver en Champagne. Ce qui n'est pas marqué là-dessus, c'est que si on fait de la Syrah en Champagne, c'est pas sûr qu'on puisse faire encore qui est utilisé, les cépages qui sont utilisés, Chardonnay et autres, en Champagne, et c'est pas sûr qu'on y gagnerait, mais c'est pour illustrer l'ampleur des modifications possibles. Ceci étant dit, la Syrah, elle est encore capable de faire de la vigne dans le sud de la France, contrairement aux travaux présentés par les écologues américains. Bon, j'ai rien ni contre les écologues ni les Américains, bien sûr, c'est juste un commentaire. Alors, dans le même sens, ça c'est pas de l'agriculture, mais ça donne une idée de la même démarche qui avait été utilisée par des collègues de l'INRA sur les potentialités il y a quelques années. Là aussi, ça avait fait pas mal de réactions dans le milieu forestier. Voilà à gauche les
types de végétation dominante. Alors en rouge, c'est la végétation méditerranéenne, hein, et puis à gauche, marron, c'est les pins maritimes, etc., sylvestres, et puis à droite, les hêtres et chênes, hein, en vert. Et bon, toujours pour aller plus vite avec la situation intermédiaire, on passe en 2100, vous voyez que potentiellement, hein, cette végétation méditerranéenne serait capable de couvrir la moitié de la France, du chêne kermès, etc., du chêne vert, et puis les chênes, les chênes classiques du Nord, les chênes Cécile et autres qui perdent leurs feuilles, enfin les chênes de la forêt de Fontainebleau, etc., ils se replieraient sur l'Allemagne, et les hêtres aussi auraient tendance à quasiment disparaître. Alors, ça a fait du bruit parce que c'est un petit peu la même chose que ce que je vous ai montré sur la vigne. C'est une information qui a sa valeur. Ça veut dire que par rapport à ce qu'on connaît maintenant, voilà les zones dans lesquelles l'équilibre qui a toujours existé serait maintenu. Ceci étant dit, il y a une gamme d'adaptation qui est encore importante, que ce soit aidé par l'homme ou pas. Et d'autre part, il y a la vitesse de translation, en particulier dans les... Alors la vigne, bon, on peut planter, hein, la vitesse n'est pas imposée, mais dans le côté de la forêt, un petit peu aussi. Mais, et en particulier, ça interroge beaucoup les forestiers, parce que c'est dans 50 ans, 100 ans que les décisions qu'ils prennent maintenant seront appliquées. Donc il y a un énorme débat à l'heure actuelle sur ce qu'il faut faire. Mais quoi qu'il en soit, autrement, la vitesse de déplacement naturel des forêts, les échanges par projection des graines ou même des oiseaux, etc., c'est très limité. Hein. C'est peut-être 1 km par an ou 5 km par an, etc. Donc la conséquence de ça, c'est que le paysage va changer, mais sans doute pas aussi vite que ce qui est là montré à droite, mais que les végétations qui sont dans les parties qui ont changé vont être en moins bon équilibre et seront sans doute un petit peu défavorisées dans leur performance par rapport à ce qu'elles ont toujours connu. Alors je termine, je regarde là-bas l'horloge, je regarde Annie qui me dit d'y aller comme je veux, mais méfiez-vous. Hein. Bon. Qu'est-ce qu'on a constaté récemment? Donc ça c'est connu par ailleurs, alors c'est toujours le GIEC 2007, on pourra actualiser à l'automne, le réchauffement global de la planète, oui, qui est visible sur la gamme qui est là-bas à partir de 1960-1970, après des fluctuations de quelques dixièmes degrés, on a quelque chose qui est quand même très, très significatif. Alors bon, ça c'était les années les unes après les autres, mais c'était lié au rapport du GIEC. Donc depuis, il y a eu 5-6 années, dont certaines ont été très, très chaudes, dont un peu moins, mais dans tous les cas, au niveau mondial, hein, le réchauffement se continue. Bien sûr, on est un petit peu secoué par ici ce printemps froid qui nous interroge, mais n'oubliez pas que c'est sur quelques mois, que pendant qu'il faisait froid ici, il fait très chaud à Moscou, etc. Alors c'est souvent le cas, on a froid, puis en même temps, à l'autre bout du monde, il y a l'Australie, etc. Donc il faut vraiment se positionner par rapport au réchauffement global à l'échelle des 3000 stations qui sont représentées ici. Voilà par exemple sur le site web de la NASA, en haut, l'anomalie de température de 2012. On retrouve année après année cette anomalie, indépendamment du réchauffement ou pas. Il y a cette concentration du réchauffement sur le nord de l'hémisphère nord qui interroge et qui inquiète, avec la banquise, enfin tout ce que vous connaissez au niveau médiatique. Et l'évolution de la courbe en dessous avec les agences, il y en avait 3, maintenant il y en a une 4e, qui synthétise des données et qui vous donne à droite l'évolution récente, hein, de cette température globale. Donc on voit qu'effectivement, depuis 1998, qui était la plus chaude, l'effet d'accélération a tendance à se freiner un petit peu, mais quoi qu'il en soit, on reste à une plus chaude valeur de la température globale toutes ces dernières années. La pluie, toujours GIEC 2007, on avait bien le schéma d'un côté. Alors la pluie, ça évolue beaucoup moins, hein, c'est beaucoup moins net que la température.
d'accroissement dans certaines zones, de diminution d'autres, donc Méditerranée, Afrique du Sud, etc. Ce qui n'est pas une démonstration, mais qui est une observation, ces tendances, ça ressemble assez furieusement à ce qu'il y a dans les modèles, même si les modèles, c'est pour beaucoup plus tard. Globalement, la Terre a tendance à se dessécher, l'état de sécheresse augmente, avec un bilan hydrologique et Palmer Stress Index, c'est un truc qui a été mis au point par un Américain il y a longtemps, dans les années 1950, l'indice de Palmer. Regardez en haut, là où il a diminué, les zones en jaune, rouge sont très dominantes par rapport aux zones où il y aurait un peu moins de sécheresse. Et globalement, on a cette tendance en bas qui ressemble assez à celle de la température. Alors, deux observations. La première, c'est que si vous avez suivi suffisamment pour dire qu'est-ce qu'il raconte, parce qu'en fait, il y a beaucoup d'endroits où il y a eu un accroissement de la pluie et peu d'endroits où il y a eu une diminution. En fait, c'est ce que je vous disais avant, ça va dépendre aussi de la façon dont les pluies tombent. Vous pouvez très bien avoir une pluviométrie annuelle qui est augmentée, mais avec des événements plus forts à certains moments et hors de la saison de croissance par rapport aux végétaux qui est là. Et donc, il peut y avoir cette évolution qui est conditionnée par cet indice. L'autre aspect, c'est juste pour montrer que parfois, même au GIEC, on n'est pas forcément à l'abri de toute critique. Et là, c'est quelque chose de beaucoup plus spécialisé que ce qui avait été relevé en 2007 par des gens mal intentionnés. Quelque chose qui vient de sortir il y a plus longtemps. Je me suis longtemps demandé, en voyant la courbe, ça rentrait dans les détails, ça ressemblait beaucoup aux températures. Et en fait, il y a eu des travaux récents, et ça, c'est les progrès de la science, on va d'un côté, on remet, etc., qui ont dit attention, parce que là, ce Palmer, il est basé sur des estimations d'évapotranspiration potentielle, donc la valeur maximale déterminée par le climat, qui sont reliées empiriquement à la température. Et on peut discuter, effectivement, c'est-à-dire que c'est sans doute un peu exagéré et qu'il y a des travaux plus récents qui remettraient en cause cette évolution aussi nette. Elle ne devrait pas être aussi nette. Ceci étant dit, la tendance moyenne est à peu près la même. Et alors, il y a eu des discussions par rapport à cette évolution. C'est là où on va revenir un petit peu aux historiens du climat. Quand des météorologues, des climatologues ont cherché à reconstituer avec des données qui ne sont pas directes, mais indirectes, on n'avait pas de mesure de température en 1500, etc., mais il y a des données de sédiments, des données de dendrochronologie, dans les coupes des arbres, etc. Enfin, il y a des données qui permettent d'avoir des indicateurs, y compris les dates de vendange, on en reparlera. Il y avait une évolution de l'hémisphère nord qui était représentée ici, avec la grande dispersion jaune, parce qu'évidemment, il y a les imprécisions qui sont liées à ce genre de méthode. Mais ce qu'on voit, c'est que d'une part, l'incertitude diminue au moment où on a eu des stations météorologiques. Vous voyez que quand on arrive vers 1700, 1800, ça diminue. Surtout, ce qu'on voit, c'est qu'au niveau de l'hémisphère nord, d'accord, il a fait un peu plus chaud, ou notablement plus chaud entre 1000 et 1400, et puis plus froid au moment du petit âge glaciaire, 1500, 1800 et des poussières, etc. Mais que globalement, c'était un demi-degré seulement de différence au niveau de l'hémisphère, quoi. Et ça étonne beaucoup parce que si vous avez regardé un peu les données sur les climats du passé, on a tous les travaux de Bruegel avec les hivers épouvantables, les gens qui faisaient du patin avec ça de glace, etc., les hivers très froids. Et on se trouve avec ça, on dit mais comment c'est possible ? C'est possible parce que c'est à l'échelle de l'ensemble de l'hémisphère, et que d'autre part, il y a eu des hivers froids, mais revenez sur le roi Ladurie, tous les hivers n'étaient pas aussi froids, hein, et les étés étaient relativement chauds à ce moment-là. Donc globalement, par rapport aux idées qu'on peut avoir de variations très importantes de cette température moyenne, ça reste relativement faible, et en tout cas faible par rapport à la partie droite qui était faite pour montrer déjà l'influence du réchauffement sous l'action de l'homme. Alors il a été très critiqué, ce brave homme, Laman,
Même aux États-Unis, il y a eu une commission d'enquête, etc. Il y a eu des ennuis. Bon, ce n'est pas à cause de ça, mais il y a eu des tentatives, je pense que rien qu'au niveau scientifique l'aurait fait, de reprendre le même genre d'analyse. C'est le même homme qui a publié quelques années après un peu les mêmes graphiques, mais avec différentes contributions. Donc vous voyez sa courbe en vert. Et effectivement, il y a des données qui sont un peu plus en dessous, publiées par différents chercheurs. Mais dans tous les cas, si on n'a pas un demi-degré, on a moins d'un degré, quoi. Ça reste dans le même ordre de grandeur. Donc, au niveau global, le réchauffement que l'on connaît n'a pas eu d'équivalent dans les siècles passés. Et alors, par rapport à nos sujets, bon, donner quelques petits éléments. Est-ce que déjà on peut voir des choses sur l'agriculture? Alors, au niveau de la production mondiale, je ne connais qu'un seul élément. Voilà les éléments qui sont là. Ils ont repris, donc ces auteurs ont repris les statistiques de la FAO sur des périodes longues. Alors, bien sûr, ce qui est délicat dans le cas des rendements, c'est qu'il y a eu des progressions terribles des rendements qui n'ont rien à voir avec le réchauffement, liés à le progrès de l'agriculture, de la génétique, etc. Et ils ont regardé les séries climatiques. Vous voyez qu'en température moyenne, ça peut bouger légèrement, en pluviométrie, pas du tout. Donc, ça s'est traduit de meilleure façon, au-delà de l'aspect visuel, par ces quatre graphiques. Donc les températures, tendance, l'analyse fréquentielle, on peut dire. À gauche, la période 1960-1980, donc du côté des zones où il y a des mesures de température sur des cultures, enfin, dans des endroits où on cultive le maïs, le riz, le blé, le soja. Vous voyez qu'en 60 ou 80, que ce soit en haut pour la température ou en bas, donc 1960-1980, on ne voit rien. Par contre, sur la droite, la température, 1980-2008, vous voyez qu'elle a notablement évolué, augmenté d'à peu près 1 degré. Donc ça recoupe toujours les mêmes observations, alors que la pluie en dessous n'a pas beaucoup bougé. Donc ils ont repris les estimations pour, au niveau du globe, voir ces évolutions, à la fois en température et en pluviométrie, et essayer, à partir de ce qu'ils connaissaient des effets des températures, etc., reconstituer l'effet que ça aurait eu sur la production des États-Unis, de la Chine, du Brésil. Bref, maïs, riz, blé, soja. Et un peu partout, vous pouvez voir que c'est décalé vers la gauche. Donc, ça a plutôt joué vers une décroissance, certes limitée, en général souvent de quelques pourcents, de la production mondiale, des endroits où ça a pu légèrement augmenter, le blé, vous voyez, aux États-Unis, le soja en Argentine, mais des effets qui sont de l'ordre de 10%, qui sont déjà beaucoup pour un réchauffement observé d'à peu près 1 degré. En France, en Europe, on a eu un peu les mêmes interrogations parce que le formidable bond en avant des rendements qui est passé de 20 quintaux par hectare, vous voyez, en 1950, c'est le blé, ça, oui, à 60-70 vers les années 90, il s'est amorti et même il a pratiquement stoppé dans les années plus récentes, alors avec la Picardie, etc., et puis la région PACA. C'est pas parce qu'on est des fainéants dans le sud, hein, c'est parce que c'est du blé dur et les rendements ne sont pas les mêmes, mais qui est nettement en dessous. Mais on retrouve la même tendance qu'on retrouve d'ailleurs en Europe. Et on a une possible explication avec l'évolution de ces indices par rapport à des conditions des 10-15 dernières années qui ont été très sèches dans le Midi. Température élevée, ça a commencé avant 2003 et ça s'est continué. Sur le reste du territoire, ça a été plus irrégulier, mais on a eu vraiment des années sèches. Donc le climat stationnaire, quand je vous disais on reprend les données tous les 30 ans puis on retrouve toujours les mêmes choses, c'est
plus la même chose. Au niveau de la France, mais au niveau enfin, on l'a vu au niveau du globe, et là on le voit au niveau de la France. Si vous regardez bêtement, j'allais dire, comme on l'a fait nous, dire, bon, ben, ça c'est les températures d'Orange, vous voyez que voilà ce qu'on voit. Alors après, on y croit ou on n'y croit pas, on se pose la question, etc. Mais il y a quelque chose qui est très détectable et très net. Et quand on a commencé à s'en apercevoir en l'an 2000, on s'est demandé si ça venait des stations météo, qui étaient plus environnées dans des conditions urbaines, si ça venait de passage des stations automatiques, avec en tout cas la durée de l'été aussi qui augmentait. Hein. Voilà le nombre de jours où il faisait très chaud à Avignon dans les années 70, une dizaine, on est passé parfois 2 mois. 2003, il a fait chaud tout l'été. Bon, 2003 était exceptionnel, mais la tendance d'évolution est très, très nette. Et alors oui, bah, c'est là que, en fait, on a eu des discussions avec les arboriculteurs qui nous disaient qu'il y avait des floraisons de plus en plus précoces. Et on n'était pas sûr que ce soit vrai parce que bon, ça peut être lié à l'observation de l'instant. Et on a eu des séries d'observations pour voir que cette phénologie, vous voyez, la période de floraison, par exemple de la poire, là, est passée quoi. C'était très variable, puis ça reste très variable, mais du 20 avril au 31 mars, après les années 90. Donc un nouveau régime climatique, et ça, ce n'est pas les données météo qui peuvent le provoquer, c'est des observations de terrain sur des choses qui réagissent avec le climat. Et pratiques culturales, je vous ai parlé des semis du maïs. On a récupéré des données sur les 4 sites expérimentaux de l'INRA. Donc on voit bien en même temps cette tendance à avancer le semis du maïs. Hein, même dans les stations expérimentales, bah, s'il fait plus chaud, ils vont semer plus tôt. Et puis on arrive à l'aspect qui a souvent été mis en évidence, les dates de vendange. Voilà Châteauneuf-du-Pape et puis Tavel en dessous. Bah, il y a 20 km de distance, mais on a les mêmes observations. On est passé de dates en 1950 qui étaient tout début octobre à des vendanges qui sont maintenant tout début septembre. Et ça, on l'a vu petit à petit après en lien avec tous les producteurs viticoles de toute la France. C'est une évolution qu'on retrouve partout. Il y a eu beaucoup de discussions en disant oui, mais ça vient d'autre chose, etc. Et on a beau chercher, on ne voit pas d'autre explication que le réchauffement. Donc, je vous ai parlé des travaux avec Emmanuel Leroy-Ladurie. Donc, du coup, il y a une équipe qui s'est constituée pour reconstituer des dates de vendange, vous voyez, sur la droite, là-bas, dans différentes régions. Alors, c'est les Côtes-du-Rhône, l'Alsace, etc. Et à gauche, la série climatique sur la Bourgogne. Donc, les barres noires, c'est les températures qu'on peut reconstituer à partir de ces dates de vendange, les températures de la période mars-juillet. Et vous voyez que il y a eu, alors ça remonte à 1400 jusqu'à 2000, et que il y a des tendances moyennes, mais pour aller vite, à droite, il y a le pic de 2003, qui était 5-6 degrés au-dessus. Et on a pu dire à ce moment-là que 2003, on ne l'avait jamais retrouvé depuis 5 siècles. Bon, il y a eu, je crois, 1541 qui avait fait une tentative d'aller aussi haut. Mais bon, voilà, alors on peut rediscuter pendant très longtemps, mais ça montre cette évolution. Et puis le dernier point, je terminerai là-dessus, du degré alcoolique, c'est celui du vin et pas forcément directement celui du consommateur, mais ça peut avoir une corrélation. Déjà en 2004, des collègues alsaciens qui avaient montré que ça augmentait notablement en Alsace, et puis on l'a retrouvé un peu partout. Et vous pouvez le retrouver vous-même, enfin si vous êtes amateur de vin, même de vin pas forcément de la meilleure qualité. Quand vous achetez un container, avant, mettons, il faisait du 11 degrés, maintenant il fait 13, 14, 14,5, 15 degrés. Là, par contre, on a bon, voilà l'évolution dans les Côtes-du-Rhône, donc c'est quelque chose d'objectif et qui est mesuré de partout, au point que certaines années, c'est trop élevé, et donc ça pose des problèmes aux viticulteurs, en particulier du Sud. Il y a le réchauffement d'un côté,
les progrès des techniques culturales de l'autre, parce que les agriculteurs, les viticulteurs ont fait beaucoup de progrès techniques sur les 30 dernières années. Quelle est la part des deux? C'est difficile à dire. Pour nous, le climat y est pour beaucoup. Souvent, les viticulteurs, ils pensent que ça vient plutôt d'eux, mais ça se comprend. Mais le climat, parce qu'on a des simulations, par exemple, qui montraient avec la température, c'est tout à fait logique. Et donc, voilà, c'est un autre type de traceur. J'ai oublié de vous parler de la betterave quand même. La betterave a fait des bonds extraordinaires en rendement ces 20-30 dernières années. Et les spécialistes de l'Institut technique de la betterave sont arrivés à dire qu'il y en avait 2 tiers qui étaient du progrès qui étaient liés au climat et 1 tiers aux nouvelles variétés de betteraves. Mais quand même, dans tous les cas, il y a une interaction. Bon, voilà, en termes de température, les bouleversements que ça peut provoquer, ouais, ça c'était un collègue qui avait utilisé le fond de la carte, c'était des travaux de 1967. Donc pour situer les vignobles français en température moyenne minimale et température maximale la période avril-juillet, vous voyez Bordeaux. Bordeaux, 68-86, c'est la rondelle, donc ça a déjà bougé. 87-2005, c'est le carreau. Et puis 2003, c'est là-bas en haut, Montpellier. Et donc si vous mettez 2 ou 3 degrés là-dessus, vous voyez que les conditions des vignobles français vont approcher celles de Naples, Valence, Alicante, etc. Et évidemment, ça interroge, sachant que derrière, il y a l'adaptation qui est possible. Je termine. Voilà, bon, voilà l'évolution sur les cépages. Et à l'heure actuelle, on est à la limite des cépages. Mais il y a encore du vin dans ces endroits-là. Donc, par rapport à ce qui a été fait qui vous montrait les gros dangers sur la fin du siècle, on peut dire qu'il y a de l'adaptation qui est possible. Je m'arrête là. Je suis désolée. Non, mais bien sûr.